Design agressif, nouveau moteur bicylindre, shifter up and down, châssis ultra maniable, écran TFT de 5 pouces, accessible pour les jeunes permis. Sur le papier, cette nouvelle Suzuki GSX 8S, ça a l'air pas mal, mais elle arrive dans une catégorie ultra concurrentielle, celle des roadsters mid-size, et elle va sans doute avoir pas mal de difficultés à s'imposer dans ce segment, et je vous dirai ça en fin de vidéo, si elle a les armes pour prétendre à la première place de sa catégorie. Et vous allez voir que la bataille est loin d'être gagnée d'avance. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques techniques, son châssis, ses trains roulants, son poste de pilotage, et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier avec ses défauts et ses qualités en fin de vidéo. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse une vidéo, donc abonnez-vous. Et pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez vous abonner, c'est parti. Sur la partie avant, on a des rétroviseurs qui sont en plastique noir. On a un saut de vent qui est disponible pour 149 €, qui habille un petit peu plus l'avant de la moto. Clignotant à LED, feu de position à LED, juste ici, qui encadre les feux de croisement et les feux de route, qui sont dans une optique hexagonale, à LED, bien sûr, monobloc. Juste en dessous, on a ce garde-boue avant, qui est assez massif, qui reprend bien sûr la couleur du véhicule. Alors vous avez le choix entre 3 couleurs. Vous avez le blanc, le bleu et aussi le noir. Et puis on a une fourche inversée Kayaba avec un débattement de 130 mm. Freinage fourni par Nissin, avec à l'avant un double disque de 310 mm, étrier radio à 4 pistons. En revanche, à l'arrière, c'est un simple disque de 240 mm, toujours fourni par Nissin. Sabot moteur sur le modèle que je vous présente, qui est assez joli, ça finit bien la ligne du véhicule, qui est en plastique noir. On a ici aussi une protection de cadre. J'aime bien ce genre de protection de cadre, je trouve que ça affine énormément le design du véhicule, puis ça change, vous savez, des grosses boules qu'on retrouve sur pas mal de motos. On a une hauteur de selle de 80 cm, un réservoir avec une contenance de 14 litres, qui est assez joli, je trouve. Là aussi, je trouve que ça fluidifie les lignes de la moto. On n'est plus sur les réservoirs, vous savez, assez bombés à l'ancienne, trop ronds. Là, on sent qu'il y a eu une véritable volonté des designers d'intégrer le réservoir dans le dessin de la moto. Cadre acier de type diamant. On a une sortie d'échappement qui est assez petite. Ça, bien sûr, on le retrouve sur pas mal de motos concurrentes, comme la MT-07 par exemple. C'est vrai que la mode des échappements ultra longs qui était parallèle à la roue arrière, c'est un petit peu passé aujourd'hui en 2023. Et sur les repose-pieds conducteurs et aussi passagers, on est sur une finition qui est en aluminium. Sur la partie arrière, alors de base, vous avez un support de plaque que je trouve pas très esthétique pour le coup. Là, ils nous ont fourni sur le modèle que je vous présente un support de plaque qui est disponible en accessoire, qui est raccourci, beaucoup moins massif et qui s'intègre beaucoup mieux sur le design arrière du véhicule, qui intègre les clignotants qui sont à LED. On a un feu arrière aussi à LED. Vous pouvez avoir un kit valise 36 litres pour 917 €. On a un mono-amortisseur Kayaba qui est réglable en précharge. Et puis on a un bras oscillant qui est en aluminium. Ça améliore la rigidité en torsion et ça améliore aussi la maniabilité et la stabilité en ligne droite. D'extérieur, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. La moto est assez sexy. Il y a une combinaison couleur qui est atypique. On sort du noir traditionnel. Ils ont pris le risque aussi bien sur la couleur du cadre que la couleur des jantes de proposer une moto atypique qui sort du commun. Et personnellement, moi je trouve que ce petit côté audacieux de Suzuki est à saluer. On est sur des accessoires qui, en termes de dessin, sont très affinés par rapport aux anciennes générations de roadster mid-size de chez Suzuki. Et là aussi, on sort des personnalisations un peu outrancières qu'on a pu trouver dans le passé chez certains modèles japonais. On sent bien que la marque veut passer un cap en termes de design, mais aussi en termes de perception auprès de la future clientèle. Le poids, 202 kg. Sur la balance, je vous dirai en fin de vidéo ce que ça donne par rapport à la concurrence. Également le moteur, alors sur le moteur beaucoup de choses à vous dire. On est sur un bicylindre en ligne 4 temps refroidi par eau, double abracam en tête, injection électronique, 776 cm3, 83 chevaux de puissance, 78 Nm de couple. On a un embrayage multidisque, transmission par chaîne, boîte de vitesse 6 rapports avec un shifter up and down. Il y a aussi
Une nouveauté sur cette Suzuki, ça c'est une première mondiale d'ailleurs sur une moto, c'est le Suzuki Cross Balancer. C'est un arbre d'équilibrage qui permet de réduire les vibrations et surtout ça permet au moteur d'être plus léger et plus compact. Sur sa consommation, elle est annoncée par Suzuki à 4,2 litres 100 km. Donc vous ferez avec un plan environ 300-330 km à un rythme cool. Et si vous accélérez un petit peu, environ 250-280 km. Au niveau de son tarif, 8 899 €. Là aussi, je vais la comparer à toutes ses concurrentes en fin de vidéo. Il faut rester jusqu'à la fin dans cette vidéo, si vous avez bien compris ce que j'ai dit au début. Il y a une remise spéciale de 400 € pour les jeunes permis, les permis A2, qui est valable jusqu'au 31 octobre 2023. Et elle est valable, cette offre, pour toutes les personnes qui ont le permis depuis moins de 13 mois à la date de l'opération. Sur le poste de pilotage, déjà première chose, on a un guidon fuselé qui est en alu, qui permet au pilote de se tenir plus droit, qui associe le confort à la conduite sportive. Alors c'est vrai que c'est toujours dur d'avoir la position parfaite, mais elle a le mérite d'être plutôt naturelle par rapport à certains de ses concurrentes. Les poignées chauffantes, elles sont disponibles pour 453 €. Ça fait cher les poignées chauffantes tout de même. Sur la poignée de droite, on retrouve le démarrage, le coupe-circuit et aussi les warnings, juste ici. Et sur la poignée de gauche, la navigation dans l'écran d'instrumentation, les modes de conduite, le klaxon, les clignots et aussi les appels de phare. Il y a un capteur crépusculaire qui est sur cet écran. Ça vous permet en fait d'avoir la couleur de l'affichage qui change en fonction de la luminosité. Vous pouvez le mettre en automatique, c'est le cas sur le modèle que j'essaie aujourd'hui, mais on peut aussi le mettre tout en noir ou tout en blanc, comme là maintenant. L'écran est assez simple d'utilisation. En gros, avec le bouton mode, vous avez accès au traction control, donc le contrôle de traction, qui est réglable sur plusieurs niveaux, 1, 2 et 3. Et là, je l'avais mis en off. Si vous voulez faire des wheelings, il faudra vous mettre en off. Et ensuite, on a le SDMS. Alors, le SDMS, c'est en fait les modes de conduite. Donc, A, c'est sportif. B, c'est confort ou normal. Road, ce que certains constructeurs appellent road. Et enfin, le C, ce sera sous la pluie. Donc là, vous aurez une réponse moteur extrêmement douce pour vous éviter de glisser. Bon, moi, j'étais en A la plupart du temps. Si on n'a plus les menus en surbrillance, traction control et SDMS, on peut changer les affichages qui sont tout en bas de l'écran. Donc le trip, la consommation moyenne de carburant en 100 km, l'autonomie restante. Et puis on a aussi l'odomètre avec l'affichage du kilométrage total, la tension de la batterie également, puis on a trip 1 avec la distance et aussi la consommation, et vous avez pareil avec le trip 2. C'est assez complet en termes d'affichage, on a aussi la température d'huile moteur et l'heure qui est tout en haut sur la droite, l'affichage de l'ABS, du traction control, le rapport engagé qui est indiqué et de manière assez claire. Et on peut aussi régler bien sûr la luminosité de l'écran. Pour accéder au menu, il faut maintenir le commodo gauche avec la flèche vers le haut plusieurs secondes. Et là, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités. Donc là, je peux aller dans Ride. Vous pouvez régler l'affichage des tours minutes pour le changement de votre rapport. On peut l'augmenter juste ici. Là, je vais sortir. Ça, c'est le Quick Shifter que vous pouvez régler. On a aussi d'autres infos comme ça, c'est tout ce qui est voyant moteur, etc. Là, il m'indique dans Next Service la date à laquelle je devrais faire mon prochain entretien, donc dans 9766 km. Je vais sortir, là je sors, et on a aussi tous les réglages. Là, on peut contrôler l'intensité de la luminosité de l'écran, TFT de 5 pouces. On pourrait justement régler le fond d'affichage de l'écran d'instrumentation. Donc là, je suis en automatique, mais on peut se mettre en white et on peut aussi se mettre en black de cette manière. Et là, je vais rester en auto. Donc, il changera lui-même, grâce au capteur crépusculaire, la couleur de l'écran d'instrumentation. On peut aussi choisir les unités, vitesse, consommation, température, et bien sûr la date et l'heure. Et on peut remettre les réglages par défaut. Système info, donc ça c'est des choses pas très importantes, hein, comme le nom du software qui équipe votre moto. Et là, on sort et on revient au menu principal. Donc super simple d'utilisation. Et vous aurez juste à appuyer sur le bouton Close pour en sortir et revenir à votre écran d'affichage principal. Et à noter que niveau rangement, vous le voyez sur le poste de pilotage, il n'y a pas beaucoup de choses, mais vous avez quand même un coffre sous la selle. Passons maintenant à l'essai routier. Alors première chose que je note, c'est sur les amortisseurs. On a fourche inversée Kayaba, mono amortisseur Kayaba sur l'arrière. Alors le gros avantage de cette suspension, c'est qu'elle est hyper précise et on se sent.
Franchement, au bout de 5-10 km, sans exagérer, mais comme à la maison, au guidon de cette moto. Elle est hyper précise, on arrive à placer la moto où on veut, quelle que soit la qualité de la chaussée, la contrepartie. Mais alors là, c'est comme en voiture, il n'y a pas de potion magique. Quand vous avez une suspension précise, elle est ferme. Et là où on le ressent vraiment, c'est sur... je redémarre en 4e, même en 3e à 10 km/h, elle reprend. C'est dire le couple moteur. C'est vrai que quand on commence à attaquer des routes comme celle-ci, ça passe. On ressent pas trop de mauvais retours d'information dans les suspensions avant et arrière. Par contre, quand vous évoluez sur des routes un petit peu bosselées, la suspension s'avère assez ferme. Ça, faut quand même le reconnaître. Rien d'alarmant, mais si vous prenez quelqu'un en duo, elle va forcément vous faire la critique si vous évoluez sur des routes qui sont pas lisses comme celle sur laquelle je suis en train de rouler. La position de conduite, faut l'avouer, elle est très bonne. On est facilement à l'aise sur le guidon de cette moto. On est un peu penché vers l'avant, vous pouvez le voir hein, sur la caméra que je porte sur mon casque. Mais on se sent bien. On n'est pas trop affaissé sur les poignets, on n'est pas trop appuyé sur les poignets. Donc forcément, ça laisse place au plaisir de conduite, mais surtout à la concentration pour votre sécurité. Ça, c'est un point important. Bon, sur l'écran d'affichage, il y a le système du traction control. Il y a 3 niveaux de réglage. Un premier niveau très intrusif, puis le dernier qui l'est beaucoup moins, vous en doutez. Alors ça, si vous optez pour une conduite très sportive, c'est vrai qu'il faudra opter pour le niveau de réglage le plus cool. Après, vous avez aussi le SDMS. Le SDMS, c'est en fait les modes de conduite. Vous avez A, B et C, donc active, basique et confort. Active, c'est le mode dynamique. B, basique, c'est le mode normal. Et confort, en fait, c'est un mode rain, un mode pluie. Donc ça vous permet d'avoir une très bonne gestion des gaz sur des surfaces à faible adhérence. Ça, c'est plutôt pas mal, surtout pendant l'hiver. Par contre, si vous voulez rouler fort, il faudra vous mettre avec le mode A, active. Alors, ce qui va jouer, en fait, sur la réponse moteur, la réponse aussi au niveau des gaz. Quand vous êtes en mode A, je peux vous montrer, hein. Hop. Je vais choisir le mode SDMS, je me mets en A. Regarde, je vais me mettre en 2. La moto est tout de suite hyper réactive. Alors que quand vous mettez en B, je vais vous faire le même test. Voilà, là j'ai tourné la poignée à fond de l'accélérateur et la moto est quand même beaucoup moins vive et réactive sur l'accélération. Donc il faudra faire attention en mode active quand même parce que la moto est hyper réactive. Soyez vigilants. Autre option intéressante, le Low RPM Assist. Donc en français, c'est une aide au maintien du couple à bas régime, si vous préférez. Donc ça vous permet, lorsque vous êtes à basse vitesse, de ne pas caler. Le moteur, en fait, garde un régime moteur suffisant, justement, pour vous éviter de caler. S'ajoute à cela un embrayage qui est assisté. Donc l'embrayage multidisque est hyper agréable à utiliser, puisqu'il est doux, souple. Vous n'avez pas besoin de forcer pour changer vos rapports. Ça, c'est super agréable, surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Et autre point, ça c'est génial, vous avez le shifter up and down. Donc shifter up and down, ben, ça vous évite d'avoir à toucher à votre levier d'embrayage. Je vous montre, hein, regardez. Là, je monte les rapports et là, je vais les baisser. Voilà. Donc, autre point aussi positif, ça vous permet de ne pas avoir à couper les gaz lorsque vous accélérez fort. Alors, je vais maintenir les gaz, regardez. Voilà, donc ça c'est plutôt bien en conduite très sportive. On a une moto aussi sur la partie freinage, avec un freinage que j'ai trouvé hyper mordant et efficace. Et même avec de l'endurance, quand vous commencez à... Je vous montre un petit peu. Regardez plutôt. On peut même faire des stoppies hein, avec la puissance de ce freinage. Alors pour les stoppies, bon, il faudra un peu faire un coup de Trafalgar à l'électronique. Faut lever la roue avant en wheeling. Il faut la lever assez haute d'ailleurs. Et ensuite, vous avez l'ABS qui va se déconnecter puisqu'il détecte une anomalie
entre la vitesse de rotation de la roue avant et de la roue arrière. Et à ce moment-là, vous pourrez déconnecter, en fait, l'ABS avant se déconnectera. Et vous pourrez faire des stoppies si vous en avez les capacités. Bien sûr. Bon, une moto assez homogène avec entre guillemets seulement 83 chevaux, mais je vais vous dire, pour faire des balades dominicales, ça vous suffira amplement. Je la trouve très facile de prise en main. Moi qui ne suis pas un expert en pilotage moto, en pilotage de roues, j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire. On se fait jamais peur, on a beaucoup de couple moteur, donc on a une disponibilité moteur bien suffisante pour pas avoir à jouer avec la boîte de vitesse 6 rapports systématiquement lorsqu'on ralentit, on réaccélère, etc. Donc là aussi c'est agréable, on n'est pas sur un 4 cylindres avec cette nécessité intempestive de devoir à chaque fois rétrograder pour relancer la moto. Alors bien sûr, avec une puissance de 83 chevaux, on se dit qu'elle est plutôt orientée vers les jeunes permis. Bon, moi, à titre personnel, je trouve pas, parce que même un motard expérimenté pourra prendre du plaisir avec cette moto. Alors bien sûr, vous n'avez pas la longe d'une 1000 cm3, faut pas non plus exagérer. Mais si vous souhaitez respecter les limitations de vitesse et vous faire des petites accélérations de voitures sportives, je vous assure que déjà une 8S, ça suffit amplement. S'ajoute à cela un niveau d'équipement, bien sûr que vous allez payer au prix fort, mais qui est bien au-delà de ses concurrents directs. Je vais y revenir dans quelques instants. L'équipement, ça se paye, c'est comme dans le monde automobile, et c'est aussi le cas dans le monde du deux roues. Pour quelqu'un qui veut une moto qui va lui permettre d'avoir une étendue d'évolution sur plusieurs années, sur son niveau de pilotage, plus une moto bien équipée qui va pouvoir le suivre dans toutes ses aventures, même en voyage, avec une consommation qui est raisonnable, parce que la consommation, comme je l'indiquais, vous ferez facilement 300 km avec un plein, environ 300, voire un peu plus de 300 si vous êtes sage. Ça semble être une offre plutôt pertinente sur le marché des roadsters mid-size. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir. C'est vrai que c'est des motos qui restent légères dans cette catégorie. Et on arrive à facilement s'amuser au guidon de ces motos. Là, je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h. Pour vous montrer, regardez l'accélération. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? C'est à la santé. Pas besoin de vous acheter une Porsche. Prenez une vitesse, ça accélère mieux, je pense. La magie de la moto. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Suzuki GSX 8S. Alors ce que j'ai retenu parmi ces défauts, pas de prise USB de série, il faudra piocher dans les options, c'est dommage. On a une moto qui est chère, c'est la plus chère de sa catégorie. Je vais y revenir en détail dans quelques instants quand je vais la comparer à ses concurrentes directes. Et puis c'est une moto qui est lourde aussi avec ses 202 kg sur la balance. Heureusement elle a beaucoup de qualité. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est sa maniabilité et son train avant qui est très précis, avec des suspensions qui conviendront aussi bien à des débutants qu'à des pilotes plus confirmés. On a aussi un shifter up and down qui est de série, ça c'est bien. Un écran d'instrumentation avec un affichage qui est super lisible, très bonne luminosité qui est réglable en plus, et qui est facile d'utilisation. Ce n'est pas le cas chez toutes ses concurrentes, ça c'est une qualité. Un moteur assez plein à tous les régimes, et un freinage qui est sécurisant et qui est puissant. Et de manière globale, j'avais eu cette impression aussi avec la Hornet. Ce sont les deux motos de leur catégorie qui sont les plus simples à prendre en main. Donc bien sûr, un pilote expérimenté, ça ne le dérangera pas d'avoir une moto un petit peu plus complexe à comprendre. En revanche, pour un débutant, elle met en confiance assez rapidement. Au bout de quelques kilomètres, vous aurez cette sensation de peut-être pas la maîtriser,
mais d'en avoir un peu le contrôle, ce qui n'est pas le cas par exemple sur l'équivalent chez KTM. Est-ce qu'elle a les armes pour prétendre à la première place de sa catégorie en 2023 en France? Alors j'ai pris 5 critères pour la comparer à ses concurrentes. Alors déjà le design. Sur le design, vous savez que c'est quelque chose de très personnel. Moi j'aime bien la MT-07 en termes de design. J'aime bien aussi celle-ci. Pour le coup, elle a le mérite d'avoir un design atypique. Même si j'aurais aimé des finitions au niveau du moteur, ou du moins un design, un dessin au niveau du moteur, peut-être un peu plus sexy. C'est son seul petit défaut en termes de design, mais sinon le reste, la moto a de la gueule. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Moi, je trouve qu'en termes de design, en gros, il y a la MT-07, la Hornet et la Duke, qui sont les 4 plus belles de la catégorie. Après, ce sera à vous de choisir celle que vous préférez. Niveau puissance moteur, donc performance, hein, puisqu'on n'est pas sur une voiture, on est sur des motos, vous savez que la puissance joue énormément sur un deux roues. Alors, elle est en milieu de fourchette en termes de puissance, 83 chevaux, donc c'est plus puissant qu'une MT-07, qu'une Kawa Z650, qu'une Triumph Trident 660, mais c'est moins puissant que la nouvelle Honda Hornet et aussi que la KTM Duke 790. Donc celle-ci fait 83 chevaux et la Hornet et la Duke font plus de 90 chevaux dans les deux cas. Sur la consommation de carburant, elle est annoncée à 4,2 litres au 100 km. Elle les tient à peu près, hein, à 0,2 litres près en consommation réelle, à un rythme normal. Donc clairement, c'est celle qui consomme le moins. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous pourrez faire des trajets au long cours avec sans aucun souci. Plus de 300 km avec un réservoir plein, c'est envisageable. Chez ses concurrentes, les consommations montent jusqu'à 4,6, 4,7 litres annoncées, toujours par le constructeur. Donc vous montrez maximum à 5 litres, un peu plus de 5 litres avec des motos comme ça, si vous commencez à un peu hausser le rythme. Après sur circuit ça va s'envoler bien évidemment. Mais ça aussi c'est un point fort pour elle puisqu'elle vous permettra de ne pas avoir besoin de ravitailler tous les 200 km comme chez certaines de ses concurrentes. Sur son prix, alors ça vaut le coup de passer un petit peu de temps là-dessus, je vous explique pourquoi. C'est vrai que facialement elle est très chère, 8 899 €. La seule qui est plus chère, c'est la Duke de chez KTM, qui coûte 100 € de plus. Si je prends la MT-07 et aussi la Hornet, elles sont à 7 999 €. Et la Kawa Z650, elle est en dessous des Hornet et aussi des MT-07. Mais si je la compare à la MT-07, qui est une des références et un best-seller en France, la MT-07, elle n'a pas de fourche inversée, elle n'a pas de bras aussi en alu, elle n'a pas de shifter up and down, et elle n'a pas autant de fonctionnalités dans l'écran d'instrumentation. Donc ça fait quand même des équipements que vous n'avez pas. Donc forcément, elle est plus chère, mais vous avez plus d'équipements. Vous savez, c'est un petit peu la même chose quand on parle de Lexus dans l'automobile. Lexus, ils fournissent des voitures qui facialement sont plus chères que la concurrence. Par contre, vous avez tous les équipements. Et quand vous souhaitez ajouter les mêmes équipements dans une voiture équivalente, elle vous coûte plus cher qu'une Lexus. Alors c'est un petit peu différent sur les motos parce qu'il y a des équipements que vous ne pouvez pas ajouter, mais c'est quand même à prendre en compte lors de votre acquisition. Est-ce que vous êtes prêt à payer un petit peu plus pour avoir beaucoup plus d'équipements? Bon, ça, ce sera à vous de choisir. Mais en tout cas, quand on regarde le prix, c'est important de préciser que oui, c'est l'une des plus chères avec la KTM, mais oui aussi, c'est l'une des mieux équipées, voire la mieux équipée. Sur son poids, 202 kg sur la balance. Donc là, elle est clairement plus lourde que les autres, puisque la Hornet, c'est la deuxième plus lourde, elle fait 12 kg de moins, à 190 kg, et la Duke 790 fait 184 kg. Et toutes ses concurrentes sont entre 184 et 190 kg, donc oui, elle est un petit peu plus lourde que la concurrence. Mais heureusement, on a un arbre d'équilibrage qui vous permet justement de compenser ce surpoids et de pas trop le sentir. Honnêtement, à la conduite, à part avoir un très bon niveau de pilotage, mais ce qui n'est pas mon cas, moi, par rapport à une Hornet ou une MT-07, j'avais du mal à avoir une différence de poids notable. Je tiens à préciser, à nuancer mon propos. Moi, je ne suis pas pilote professionnel. Je pense qu'une personne expérimentée verra sans doute une différence de poids. Mais pour un pilote novice comme moi, c'est difficilement perceptible. Donc, sur le papier, pour conclure, est-ce qu'elle va pouvoir prendre la première place? Vous l'avez vu, hein, on est sur une catégorie qui est ultra concurrentielle. Effectivement, le tarif va beaucoup jouer. Sur des roadsters mid-size, le prix est un des facteurs qui va le plus influencer
le choix des acheteurs avec le design et la performance du moteur. Donc c'est une des plus chères, mais c'est une des mieux équipées. Elle a une consommation, vous consolerez aussi avec ça, une consommation qui est très basse par rapport à ses concurrentes. On a aussi un moteur qui est puissant, mais comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, qui est dans le milieu de la fourchette de sa catégorie, avec la Hornet et la Duke qui ont des moteurs plus puissants. Et on a un shifter up and down de série, ça aussi c'est plutôt pas mal, surtout en termes d'ergonomie et de confort de roulage, et un freinage qui est très puissant. Moto très équipée, consommation faible, moteur puissant, un design qui ne peut pas laisser indifférent, que je trouve très agressif et joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là pour le coup, alors je sais que c'est subjectif, hein, c'est difficile de dire. À des moments, je vous le dis, hein, dans des essais, moi il y a des motos et des voitures que je trouve moches. Bon, celle-ci pour le coup, je la trouve pas mal. Ce sera à vous de faire le choix et d'arbitrer entre tarif, équipement, design, consommation moteur, aussi sensation moteur. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. En tout cas, sur le papier, cette nouvelle vitesse, elle semble cocher pas mal de cases. En tout cas, assez de cases pour prétendre, si ce n'est pas à la première place, au podium. On verra à la fin de l'année 2023 si j'étais dans le vrai ou pas. Bon, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, hein, d'activer la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok. Abonnez-vous, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!